Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, que je n'ai pas uploadé sur cette chaîne YouTube parce qu'il y a eu énormément de bouleversements dans ma vie professionnelle et ma vie perso également d'ailleurs. Et cette vidéo marque le comeback, le retour. Cette vidéo a pour but de partager un maximum de valeur pour les entrepreneurs qui souhaitent scaler. Je vais tout simplement vous partager pourquoi j'ai fait faillite avec mon agence marketing qui faisait plus d'1 million d'euros par an sur le marché français. Je vais vous expliquer tout de A à Z sur comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce qui a fait que mon entreprise s'est tout simplement cassé la gueule je vais vous permettre d'avoir les clés pour que la vôtre ne se casse pas la gueule à son tour, que vous puissiez avoir toutes les micro-détails, les signaux qui ont fait que petit à petit, mon entreprise est tombée et tout simplement a fait bankrupt. Le but ici, c'est vraiment de vous partager un maximum de valeur en toute transparence. Parce que je pense que si j'avais eu cette vidéo il y a 2, 3, 4 ans en arrière, il y aurait beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas commises. Très souvent, c'est simplement un manque de maturité business. On fait tous des erreurs dans notre cursus entrepreneurial. On apprend tous sur le chemin et certaines erreurs coûtent très cher, d'autres coûtent un peu moins cher. Là, c'est des erreurs qui m'ont coûté littéralement des millions d'euros. J'ai vraiment préparé cette vidéo pendant les 6 derniers mois. C'est pas simplement un extrait de ChatGPT ou quoi, c'est des vraies histoires entrepreneuriales avec des anecdotes concrètes sur chaque erreur qui me suis arrivée. Donc je pense que vous pourrez vraiment tirer de grandes leçons. Et j'ai pu préparer un fil conducteur pour pas me perdre parce qu'il y a énormément d'éléments et je pense que je vais avoir énormément de souvenirs qui vont popper ici et là. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que les 6 erreurs sont vraiment applicables pour n'importe quelle typologie de business. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous aider au maximum et vous éviter de faire ce genre d'erreur. N'hésitez pas à vous abonner également à cette chaîne YouTube. Toutes les semaines, je lâche des vidéos de valeur dans le même style. Donc, je pense que vous pourrez tirer un maximum d'expertise et d'éléments concrets à implémenter dans votre entreprise pour aller chercher plus de chiffre d'affaires, une meilleure structuration, des meilleurs recrutements, etc., etc. Alors, on se retrouve directement sur mon écran. Faire faillite à 27 ans, voici ce qui a tué mon agence marketing à plus d'1 million d'euros par an. Alors, c'est pas une punchline, c'est ce qui m'est arrivé réellement. J'ai monté une agence marketing qui dépassait le million de chiffre d'affaires annuel. On va voir les chiffres et les comptes juste après. J'ai recruté, structuré, scalé, vécu des hauts, des très hauts et des bas qui m'ont littéralement retourné le cerveau. Et au final, tout s'est écroulé en seulement quelques mois. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire du storytelling larmoyant ou le classique, j'ai appris de mes erreurs. Avec une petite musique douce derrière, je vais vous dire les vraies raisons. Celles qui ne sont pas sexy, celles qui m'ont coûté des centaines de milliers d'euros, des mois d'insomnie et un paquet de leçons que je vais vous balancer sans filtre. Si vous montez une agence, une activité de prestation de service ou vous êtes tout simplement en train de scaler votre boîte, cette vidéo peut littéralement vous éviter de tout perdre. Je vais vous partager les 6 points stratégiques que j'ai compris. Pas les erreurs de débutants, pas les erreurs théoriques, les vraies erreurs, celles qui tuent une boîte de l'intérieur lentement sans que tu t'en rendes compte, jusqu'à ce que tu sois au bord du gouffre. Et si vous restez jusqu'au bout, je vous garantis que vous aurez les clés pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Installez-vous bien, cette vidéo va durer je pense plusieurs dizaines de minutes. On va parler cash, on va parler ego, on va parler associé, on va parler client, argent, staff et décisions foireuses. Mais surtout, on va parler de vérité. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais rapidement présenter la typologie de business que j'avais. Donc, j'avais une agence marketing que j'ai commencé en 2020. Avant 2020, j'étais freelance, monteur vidéo, community manager, etc. Et de 2021 à 2025, j'avais cette agence marketing qui était concentrée sur l'accompagnement des entrepreneurs sur leur personal branding. Donc, concrètement, comment utiliser les réseaux sociaux pour aller chercher plus de communautés, plus de chiffre d'affaires et directement plus de clients. On a travaillé avec les plus gros entrepreneurs, infopreneurs que vous connaissez sur les réseaux sociaux francophones. Vraiment, on a un Pokédex qui était plutôt pas mal en termes de références. Donc, c'était une aventure qui était vraiment cool. Au départ, on était 5 associés, 2 associés advisors, dont Alec Henry, que vous voyez ici sur la photo, cette photo qui date de 2022, on est bien jeune.
donc qui m'a aidé et nous a aidé à scaler l'activité très rapidement, très fort grâce à son réseau et son expertise. Et 2 associés opérationnels, un associé opérationnel qui a quitté le navire en 2023 et un autre associé que je ne citerai pas parce que vous le verrez à la fin de la vidéo sur le 6e point. On avait une très belle équipe, ça c'est par exemple une photo issue de notre team building de fin 2023. On était au pic de l'activité à plus de 50 collaborateurs en interne, donc il y avait une partie en CDI, une partie en freelance, 80%, 85% étaient en freelance. On avait vraiment une super dynamique. En 2024, c'était vraiment l'année de la structuration avec recrutement de CDI, etc. On a ici par exemple le meeting de septembre 2024 où on a onboardé pas mal de CDI. Ici un meeting de novembre 2023. On avait vraiment pas mal d'équipes et c'était beaucoup d'humains à gérer dans cette activité. Là on a la photo qui date de 2021 où j'ai fait mes premiers 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc je suis fondateur et directeur de l'agence sur les associés. Et ici on peut voir tout simplement plusieurs clients avec qui sont passés chez nous. On a notamment Inoxtag et Michou, David Bramy, Johnny Galland, Pierre-Elliott Lallemand, Alec Henry, etc. Et c'est plusieurs centaines de clients, tant dans le monde artistique de la musique, Booba, Lacrim, etc., que le monde du divertissement avec Inoxtag, Robedeter, etc. Mais surtout, 95% de la clientèle étaient des entrepreneurs ou des entreprises qu'on aidait à tout simplement scaler leur activité grâce uniquement au levier des réseaux sociaux et du personal branding du fondateur en général. Voilà pour la petite introduction. Au niveau des chiffres, ce que vous allez kiffer, donc on avait 4 typologies d'offres. On avait du done for you, donc de la prestation de service, où c'est nos équipes qui géraient les réseaux sociaux pour le client. À la fin, sur fin de l'activité, on était sur des gros packages à plus de 10 000 euros par mois, où c'était vraiment, on gérait tout de A à Z sur les réseaux sociaux du client. Avant, c'était des packages qui étaient plus faibles, entre 3 000 et 5 000 euros par mois. Ensuite, on avait le Personal Brand Lab. En fait, c'était un programme de consulting de 3 mois où on accompagnait les entrepreneurs à mettre en place en interne une équipe et une stratégie de personal branding. Le but, c'est qu'à la fin de ces 3 mois, ils soient autonomes. On était sur un package à 9 000 euros. Ensuite, on avait du suivi en consulting qui était à 2 000 euros par mois. Et on avait à la fin une formation pour que les entrepreneurs puissent faire eux-mêmes leur personal branding. Donc, ça se découpe en 3 typologies d'accompagnement. Done for you, done with you et done it yourself ici. Ensuite, au niveau du chiffre d'affaires, donc on a là l'évolution du chiffre d'affaires mensuel par année, en jaune 2023, en vert 2024. Donc on avait des mois qui étaient très bons, des mois un peu plus en dessous, ça dépendait des mois. On voit que juillet à chaque fois était un très bon mois et pareil pour septembre, octobre, on avait à chaque fois des bons scores. Et concrètement, qu'est-ce que ça dit? Donc on est en milliers d'euros, donc on a tout simplement ici 2022 620 000, 2023 1 93 000 et 2024 1 259 000 euros de chiffre d'affaires avec un résultat net d'environ 10%, 10-15% selon les années. Donc un EBITDA et un résultat net qui est plutôt faible en soi par rapport au chiffre d'affaires et par rapport à la typologie d'activité. Il y a une raison à ça, c'est que on vivait et on faisait passer beaucoup de frais de société sur la boîte, ce qui fait que tout simplement le résultat était plus bas et on réinvestissait aussi beaucoup d'éléments dans les équipes, dans la croissance et dans les méthodes d'acquisition qu'on mettait en place. Voilà au niveau des chiffres, très concrets. Si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus détaillée par rapport aux chiffres, ça peut être intéressant, je pense. Maintenant, passons directement au vif du sujet. Vous avez le contexte de quelle typologie d'activité, quels étaient les chiffres qu'on réalisait avec cette agence. On va passer à la première erreur que j'ai identifiée qui a fait que mon agence s'est crashée en 2025. Vous allez comprendre que tout simplement la raison de la faillite de ma société, c'est une compilation de ces 6 erreurs. Il y a des erreurs qui ont joué beaucoup plus dans la balance que d'autres par souci de confidentialité. Pour le moment, je vais garder certaines anecdotes et certains faits qui ont généré cette faillite de mon côté, mais c'est probable que dans les mois ou dans les années qui viennent, je puisse rentrer plus dans le détail des réelles raisons plus en profondeur sur certaines variables qui ont causé cette faillite. Donc le premier
élément qui a causé la faillite de ma structure, vous l'aurez peut-être deviné en regardant les chiffres ici, c'est tout simplement favoriser le chiffre d'affaires à la marge. C'est-à-dire que pour moi, l'objectif premier, c'était d'augmenter mon chiffre d'affaires sans concrètement traquer mon résultat net et l'excédent brut de trésorerie que je générais chaque mois. Pendant longtemps, mon objectif, c'était d'augmenter le chiffre d'affaires mois après mois. L'idée était simple, plus on vend, plus on génère de marge. Sur le papier, c'était logique. Dans la réalité, c'est pas aussi simple. Plus tu grossis, plus tu dois structurer. Et plus tu structures, plus tu recrutes des profils qui ne produisent pas directement de valeur facturable. J'en suis un parfait exemple. J'ai recruté Jean-Luc, directeur des opérations, que vous voyez d'ailleurs sur la photo ici, là, qui est en train de parler. Et du coup, ce Jean-Luc, ce Mister Jean-Luc, c'était un très bon profil, payé très bien, qui m'a apporté énormément de stabilité dans l'équipe, du bien-être, du suivi ressources humaines, mais au quotidien, concrètement, il ne produisait rien pour les clients. C'est-à-dire que dans ce que je facturais mensuellement sur les différentes prestations, il n'y a aucun frais qui apportait de la valeur au client concrètement dans son rôle. Il était là pour structurer, me libérer du temps et ça, c'est rentable à long terme, pas tout de suite. Donc honnêtement, ce que je dis ici, c'est qu'il a apporté énormément de sérénité, surtout dans cette phase où en 2024, j'ai recruté une équipe de CDI sur l'agence. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Et donc, ça demande un style de management qui est complètement différent que le style de management que tu peux avoir avec des freelances en remote. Et donc, ce profil-là a apporté énormément de seniorité, de maturité dans cette gestion RH. Et ce qui fait que les profils en CDI étaient performants. C'est notamment et principalement grâce à Jean-Luc. Donc je sais que si je ne l'avais pas recruté, j'aurais perdu en productivité et en efficacité sur les autres variables. Sauf que moi, à ce moment-là, je ne pilotais pas ma boîte à la marge. J'avais des dashboards, mais pas vraiment de visibilité en temps réel sur la rentabilité par projet ou par client. Et je pensais l'inverse. Sauf que, comme tu l'as remarqué dans mes chiffres, je surfe toujours sur un résultat de 100K. Donc ce qu'on a vu ici, au niveau du résultat net. Ce qui signifie qu'en réalité, chaque mois, je rentrais 100-150K, mais la totalité partait en créance et j'ai stagné pendant 1-2 ans à 100K in banque. Donc ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que tous les mois, il y a des mois où on facturait, comme vous le voyez ici, plus de 150 000 euros. Voilà, boum, des mois à 175, 180, on flirtait avec toujours les 150K, etc. Sauf que en banque, dans mon compte Revolut, je flirtais toujours avec 100 000 euros. C'est-à-dire que en fait, toutes les actions que je mettais en place pour structurer, professionnaliser mon business, c'était parce que j'avais une vision plus long terme sur la structure dans le sens où je disais ok, je structure la société, la rentabilité va arriver après, nanani, nanana. Et en fait, je me mentais à moi-même dans le sens où ce genre de business à cash flow, donc c'est littéralement une agence, c'est business à cash flow normalement, on doit piloter son activité à la marge. Du coup, pendant littéralement 2 ans, alors oui, je me rémunérais, je rémunérais mon associé, je rémunérais toutes mes équipes, j'investissais et je vivais sur la boîte, donc j'étais pas non plus à plaindre dans mon lifestyle, mais je générais pas plus de trésorerie dans mon compte en banque et dans les résultats de l'entreprise. Et ça, c'est un signe qui est très, très rouge. C'est un red flag énormément c'est un énorme red flag dans la gestion de sa boîte. Donc aujourd'hui, la règle, elle est très simple. Minimum 30% de marge nette, tout frais inclus, en plus dans ta trésor chaque mois. Donc ça, c'est la leçon qu'il faut retenir de cette erreur. Pour moi, si j'étais amené à refaire une société, peu importe la typologie de société, moi, je suis pas très. Mon style, c'est pas de créer une société à valorisation que je vais revendre, c'est plutôt créer des sociétés à cash flow. Il faut minimum cette data-là, tout frais inclus, en plus chaque mois. Si chaque mois, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires et tu n'as pas 30K en plus dans ta trésorerie mois après mois, c'est qu'il y a un problème. Et dès que tu peux, aussi une leçon très importante, tu sors des dividendes ou du salaire pour te sécuriser en perso. Alors même si ta boîte tourne, parce que quand elle tourne moins bien, tu seras très content d'avoir ce matelas de sécurité. Moi, personnellement, j'ai fait cette erreur de vivre sur la boîte et de sortir très peu de dividendes et de salaire en perso. Ce qui fait que quand littéralement j'ai fait faillite en 2025, je suis retombé à zéro. Et donc,
J'avais pas de matelas de sécurité pour me refaire entre guillemets ou pour me dire ok, pendant X mois je peux chiller, me reposer et rebondir sur une nouvelle structure. J'ai dû directement switcher et être agile pour continuer à générer du chiffre et du cash pour ne pas me retrouver à la rue tout simplement. Donc c'est hyper important que dès que tu puisses, dès que tu as l'opportunité de le faire, tu sors du dividende ou du salaire pour te sécuriser ton patrimoine personnel au maximum. Ce qui a tué une agence, c'est pas le manque de clients, c'est un manque de rentabilité bien pilotée parce qu'encore une fois, comme vous le voyez, au niveau du chiffre d'affaires, on était en croissance, on générait de plus en plus de clients et c'était très 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 prolifique comme activité. On avait du volume, on recrutait plus, etc., etc. Et ça commence dès que tu veux scaler. Si tu n'as pas la marge, tu n'as pas de croissance. Minimum 30% net de trésor en plus chaque mois. Sortez-vous des dividendes pour vous sécuriser. La marge, c'est ce qui vous facilitera la vie sur tous les autres sujets. Recrutement, process, innovation, acquisition. C'est le point le plus important. Plus vous générez de marge nette, plus vous avez du cash in bank, plus vous avez la possibilité de pouvoir recruter des talents et des profils à haute valeur ajoutée, investir dans de l'acquisition, investir dans le système, investir dans de l'innovation, etc., etc. Voilà pour le premier point. J'essaye d'être rapide et efficace, mais quand même complet pour pas que la vidéo dure 4 heures. Mais on avance, on y va. Ensuite, ma deuxième erreur, c'est de ne pas maîtriser mon pôle sales. Pour vous donner un peu de contexte, l'associé qui est resté jusqu'à 2025 opérationnel était la personne qui gérait le sales, c'était le closer de la société et mon objectif et mon ambition depuis plus de 15 mois, donc depuis fin 2023, c'était qu'il ne soit pas simplement un sales, mais également un directeur commercial pour avoir des équipes de vente en dessous et pouvoir scaler ce pôle-là. Sauf que pour X et Y raison, ça ne s'est pas passé et on va le voir directement ici. Pendant toute une phase de croissance, je ne gérais pas les ventes. Donc jusqu'à début 2025, je ne gérais pas les ventes. C'était mon ex-associé qui s'en chargeait à 100%. Moi, j'étais concentré sur le marketing, le positionnement, les offres, les funnels, le recrutement. Et comme les ventes rentraient, donc on générait du closing, je ne me posais pas trop de questions. Je voyais les chiffres, je voyais les taux de closing, je voyais les revenus. Donc je pensais que tout roulait, tout était on point. Les résultats sont là, donc pourquoi se poser la question de si ça va pas. J'avais lancé l'offre qui s'appelle Personal Brand Lab, donc ce que je vous ai montré avant, un programme de consulting sur 3 mois pour aider les entrepreneurs à lancer leur personal branding et attirer plus de clients via les réseaux. Sur le papier, le produit était top, full marge, bon positionnement et les premiers résultats semblaient prometteurs. Du coup, j'ai foncé, j'ai monté un funnel dédié, j'ai fait de l'acquisition, j'ai structuré l'interne autour de cette offre, mais ce que je n'avais pas vu, c'est que le pitch commercial qui validait le produit était complètement biaisé. Donc en gros, ce que j'explique ici, c'est que tout était bon au niveau du funnel, de l'acquisition, du volume de leads, mais au moment de closer, donc au moment d'avoir les gens en visio pour sales, c'est là où il y avait un problème. Quand j'ai repris les ventes suite à mon conflit avec l'associé, celui qui au passage a beaucoup contribué au plantage de la boîte, j'ai commencé à recloser moi-même, donc à reprendre les sales moi-même, et ça c'est à partir de début 2025. Et surtout, j'ai pu parler directement aux anciens clients, ceux qui avaient été signés par cet ex-associé. Et là, j'ai compris l'ampleur du décalage. Les gens avaient signé pour du rêve, littéralement du rêve. Un accompagnement business qui allait leur permettre de scaler, d'exploser sur les réseaux et générer plus de clients. Mais ce n'était pas du tout ce qu'on faisait. On n'avait jamais promis de résultats garantis. On n'était pas là pour faire exploser une boîte en 3 mois. On avait une méthode structurée pour construire une présence en ligne, poser une stratégie de contenu, optimiser les leviers organiques, mais rien d'auto-magique. Résultat, les clients étaient déçus parce qu'ils avaient acheté une promesse qui ne venait pas de moi, ni de la réalité de ce qu'on livrait, et l'erreur est double. En gros, pour résumer ce passage-là, tout simplement, lorsque le client était intéressé pour la big ID qui était promis sur les funnels, l'acquisition, etc., pour closer, le sales vendait tout simplement une hyper croissance au niveau de son business. Exemple, ok, tu fais 20K par mois, dans 3 mois, grâce à ton personal brand, tu vas faire 100K par mois. J'extrapole, mais c'était ça la promesse qui était livrée lors du sales. Ok, tu as 5000 abonnés, t'inquiète, dans 3 mois, tu en auras 30 000, 40 000, 50 000. Il y avait littéralement une visualisation et l'offre était irrésistible pour le client parce que la personne promettait des résultats incroyables grâce à nos méthodes.
Bien évidemment, on avait un track record qui était plutôt pas mal avec toutes les personnes qu'on a accompagnées par le passé. Donc, pour le client, aucun signe de red flag et ça semble très beau pour être vrai. Et il n'y avait pas de signe de scam, entre guillemets, ou d'arnaque. Sauf que moi, ce pitch-là et cette version-là de closing, je n'en avais pas du tout conscience. Pour moi, le sales était opéré par rapport à la big idea et au MVP, au produit qu'on a créé, le personal brand, et pas par rapport à des fausses promesses, etc. Donc c'était hyper frustrant. À partir de ce moment-là, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'éléments que je ne maîtrisais pas et que où j'ai fait une erreur de ne pas maîtriser toute la partie sales. Donc l'erreur est double. Déjà, j'ai laissé quelqu'un d'autre pitcher une offre que j'avais pensée moi-même, sans surveillance, sans contrôle qualité. J'avais pas accès au replay de call, pas d'écoute, pas de feedback des clients systématiques, juste de la confiance aveugle qui m'a coûté cher. Encore une fois, c'était légitime de faire confiance parce que personne que je connaissais depuis plus de 10 ans, on a évolué ensemble, on rentrait du client, donc il n'y avait pas de raison de ne pas lui faire confiance. Et ensuite, quand j'ai repris les sales comme moi-même, j'ai vu la différence. Le volume de sales a baissé parce que je vendais moins de rêves. Mais la satisfaction client, par contre, elle a explosé. Tous les profils que j'ai closés moi-même en 2025 étaient hyper contents. Ils recommandaient Numadeo et ils comprenaient ce qu'ils achetaient. Donc là où en 2024, on avait un gros volume de closing, mais un gros volume de clients insatisfaits, en 2025, on avait un volume de clients plus faible, un coût par closing plus élevé, mais des clients beaucoup plus satisfaits parce que ils achetaient littéralement ce qu'on livrait. Donc c'est tout à fait logique. Ce qui prouve bien que le produit n'était pas le problème, c'était le pitch. Et c'est là que je me suis dit, un MVP, donc un minimum viable product, n'est validé que si tu promets est aligné avec ce que tu livres. Alors j'ai mal écrit. Que si ta promesse est alignée avec ce que tu livres, sinon c'est un faux positif. Donc ça, c'est vraiment la grosse première partie qui fait que ma boîte a tout simplement fait faillite, c'est de ne pas maîtriser ce pôle sales et que le pitch de vente était complètement décalé avec la promesse réelle. Donc ne survendez pas vos services ou vos produits parce que ça peut littéralement kill votre boîte. Un autre élément, j'ai aussi mis du temps à déléguer les sales par peur de perdre en conversion. Erreur, parce qu'un bon commercial, même s'il close à 50%, il te permet d'augmenter le volume, de gagner du temps et surtout de garder la cohérence entre la vente et la livraison, à condition qu'il soit formé sur ce que tu fais vraiment. Donc aujourd'hui, je préfère un sales qui close moins, mais qui vend un truc que je peux assumer derrière, plutôt qu'un manipulateur de la vente qui fout ma réputation en l'air et qui détruit mon marketing. Ce n'est pas à la conversion que tu vois si ton produit est bon, c'est à la satisfaction. Donc pour résumer cette deuxième erreur, avoir un décalage trop gros entre le sales et le delivery, ça va tuer ta boîte. Avoir trop tardé à déléguer cette partie par peur de perdre en conversion, ça va kill ta boîte. Et un cercle vicieux car haute conversion mais client insatisfait, ça te détruit. C'est le serpent qui se mord la queue tout simplement. Et tu vas pas pouvoir scaler si tu maîtrises pas ton pôle sales. Ensuite, troisième erreur qui a détruit mon activité, c'est favoriser le one shot plutôt que du MRR. Donc favoriser les prestations livrées en une fois plutôt que avoir du revenu récurrent mensuel. Sur ma dernière année, j'ai mis mon focus sur des offres consulting one shot, donc le Personal Brand Lab, si vous vous rappelez bien, à 9 000 €. Et pour être honnête, sur le moment, c'était plutôt rentable. Quand tu vends une mission à 5 000, 7 000, voire 10 000 € avec très peu de coûts derrière, tu fais des marges excellentes. Moi, par exemple, avec le Personal Brand Lab, on avait un consulting de 3 mois avec très peu de charges opérationnelles. C'est quasi 80% de marge. Donc, quand ça vend, tu as l'impression que tu as craqué le modèle. Mais très vite, je me suis rendu compte du problème. Chaque mois, tu repars à zéro. Et pour maintenir tes chiffres, tu dois constamment envoyer de l'acquisition client. Donc, tu es prisonnier de ton acquisition. Tu dois avoir des funnels solides, des ads qui tournent, une force commerciale bien rodée. Sinon, ton chiffre chute direct. Et ce modèle-là, c'est de l'adrénaline. C'est pas une entreprise stable. Alors, tu peux être stable, mais tu dois avoir ces variables-là au niveau des funnels, des ads, du marketing, une force commerciale qui doivent être très, très, très solides. Il y a plein de boîtes qui fonctionnent comme ça, mais si tu as la possibilité de faire du monthly recurring revenue,
je te le favorise à fond et c'est une fausse bonne idée. C'est souvent le shiny que les prestataires de services ont de faire du consulting. Et le pire, c'est que derrière, j'avais une équipe. Moi, personnellement, j'avais des CDI pour livrer cette équipe et j'ai staff des CDI pour livrer le consulting. Donc, j'avais des gens à faire bosser. Donc, si tu ne closes pas assez, tu te retrouvais avec des équipes trop staffées et pas assez de clients livrés. Donc, littéralement, des CDI qui n'ont rien à faire parce qu'on n'a pas envoyé assez de clients. Ça, quand tu as des CDI, et pas du freelancing, tu peux pas baisser leur rémunération mois après mois pour t'adapter par rapport à ta demande client. Et avec du recul, j'aurais dû garder mon focus sur une offre récurrente, même si c'est relou. Pourquoi j'ai focus mon activité en 2024 sur le one-shot et sur le consulting? Parce que ça me cassait les couilles de faire du MRR. Ça me cassait les couilles de faire de la prestation de service mensuelle. J'en avais marre, ça faisait 3-4 ans que je faisais ça. Soit j'avais marre et je voulais découvrir autre chose, soit tout simplement, je devais peut-être changer de business model complètement. Mais moi, personnellement, c'était surtout cette variable-là qui m'énervait, plus le fait de ne pas avoir craqué ce premier point, la rentabilité avec le MRR. J'étais frustré de faire peu de rentabilité avec mes Done for You. Donc c'est pour ça que je me suis focus sur du consulting. Parce que tout simplement, l'agence, c'est un business d'humains. Tu recrutes des humains pour livrer un service à d'autres humains. Donc, pour avoir de la stabilité, il faut que le revenu soit stable aussi. Et ce revenu stable, tu ne l'as pas en one shot. Tu l'as en abonnement avec de la rétention et des clients satisfaits. Et c'est là que le lien avec le sales pitch revient. Si tu vends trop de rêves, les gens partent au bout de 3 mois et tu dois repartir à la chasse encore. Donc c'est également une variable du coup que j'ai découvert sur le Done for You, c'est qu'on avait une LTV client, donc une lifetime value client, c'est-à-dire la valeur totale que le client dépense chez toi overall, très basse par rapport au marché. Et en fait, pour moi, je challengeais à mort le delivery. Je me disais, OK, nos équipes sont pas assez bonnes, on n'a pas assez de process, on doit délivrer plus de résultats. Mais pourtant, mes recrutements étaient plutôt pas mal. On avait des beaux talents et des têtes bien pensantes. Et je me disais, mais c'est bizarre quand même que nos clients, ils restent 3 mois, ils sont pas contents, ils payent pas le dernier mois, etc. Alors que pour moi, j'ai l'impression d'avoir par rapport au marché vraiment une équipe plutôt solide. Et en fait, le problème venait du point numéro 2, les promesses de départ étaient complètement décorrélées de la réalité du service. Donc forcément, les clients n'étaient pas contents et du coup, ça me saoulait de faire du MRR et de la prestation de service parce que les clients n'étaient pas contents. En plus, je faisais pas de marge, etc., etc. Donc bref. Mais si tu vends ce que tu peux réellement délivrer et que tu fais un bon taf, ton client, il reste, il paye tous les mois, il te recommande et ta boîte devient scalable, valorisable et revendable. Je dis ça, revendable, pourquoi? Parce que du coup en 2025, c'est peut-être une autre histoire que je raconterai sur cette chaîne YouTube. Je voulais revendre ma boîte et j'ai eu un très bon contact avec une très grosse agence parisienne qui m'a dit si en 2024 tu avais continué à faire du MRR, je t'aurais racheter sans aucun doute plusieurs centaines de milliers d'euros, mais parce que la moitié de ton chiffre d'affaires vient du one shot, je ne te fais pas de proposition. Donc voilà, le MRR ça rajoute beaucoup plus de sécurité si tu veux revendre ta boîte derrière. Je dis pas que le consulting c'est mauvais, au contraire, bien fait, c'est ultra rentable, mais le MRR c'est ce qui te permet de respirer, d'avoir un cash flow et un matelas tranquille chaque mois. Aujourd'hui, si je devais recommencer, je ferais du one shot, mais uniquement comme porte d'entrée vers une offre récurrente. Tu montes ta valeur sur 3 mois, tu over-deliver pour que le client soit hyper satisfait et derrière, tu proposes un suivi mensuel et là, tu as le bon combo, marge immédiate plus stabilité long terme. Et ton objectif, c'est bien sûr de closer les gens sur du long terme. Donc ouais, le consulting, c'est cool sur le papier, mais si tu veux construire une vraie boîte, pas juste courir après les clients tous les mois, le MRR, c'est la base et focus-toi sur du MRR. On passe au point numéro 4. Un point qui est plutôt où j'ai appris énormément en 2024 par rapport à ça, c'est recruter trop rapidement en CDI en France sans trésorerie de sécurité. Comme tu le constates, tous les points sont un peu liés entre eux. C'est vraiment une boule de neige qui s'accumule et qui fait partie d'une même pièce, d'un même élément, et tout est interconnecté.
Recruter trop rapidement en CDI en France. En 2024, après 3 ans d'activité, je me suis dit, c'est bon, on passe à l'étape supérieure, fini les freelances, place aux vrais salariés, place à la vraie entreprise. Et c'est peut-être un manque de maturité de ma part, mais je me disais, par ego, peut-être, ok, maintenant on est des CDI, c'est solide, ça apporte plus de confiance aux clients, nanani, nanana. Bref, en vrai, ça change pas grand-chose. J'étais convaincu que c'était le bon move. J'avais même mes associés et des advisors autour de moi qui validaient cette direction. Mais j'étais naïf. J'avais aucune idée de ce que ce move impliquait, ni la maturité, ni l'expérience. Recruter en CDI en France, c'est pas juste embaucher quelqu'un, c'est un engagement lourd, rigide, cher et à sens unique. Si tu n'as pas une trésorerie solide et une vision long terme en béton, tu es juste en train de te tendre un piège tout seul. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et franchement, c'est beaucoup de responsabilités à gérer, surtout en faillite. Et quand tu as des incertitudes sur ton business, c'est encore plus de stress à gérer. Je te donne un exemple concret. Tu veux recruter un cadre à 3 500 € net. En brut, plus charge, tu montes facile à 7 000 à 8 000 € de coût total. Et ça, chaque mois, même si le client est insatisfait, même si l'activité ralentit, même si tu as une galère. Donc, tu as le salarié qui touche moins que si tu travailles en presta ou en freelance. Toi, tu dois payer beaucoup plus. Et en plus, tu es ligoté, entre guillemets. Et ça, c'est quand tout va bien. Mais il y a aussi les congés payés, les jours fériés, les absences imprévues, les arrêts maladie et surtout le rythme. Un salarié bosse 35 heures. Point. À 18 heures, c'est terminé. Il finit sa journée et c'est totalement normal. Je ne suis pas du tout en train de tirer sur les salariés. C'est les règles du jeu et il faut les accepter. C'est comme ça. Sauf que nos clients, nous, c'était des entrepreneurs. Eux, ils bossent 24/24, 7 sur 7. Ils attendent des réponses rapides, du suivi de l'humain 24/24, 7 sur 7. Et ce décalage culturel, je ne l'avais pas anticipé. J'ai mis des gens compétents dans un modèle qui ne correspondait pas à leur code. Et ça a créé de la tension. Mais le plus dur, ça a été quand l'activité a chuté. Parce que tout simplement, en France, tu peux pas juste dire bye bye, au revoir, on arrête là. Et ça, même si la personne n'est pas mauvaise, même si tu n'as plus le cash pour la payer, tu dois la garder ou payer pour la faire partir. C'est vraiment, je me suis confronté, du coup, j'avais 7 CDI dans mon agence. Quand j'ai fait faillite et j'ai pris la décision de fermer la société en avril 2025, c'est 7 personnes qui m'ont fait confiance pour leur avenir professionnel. Il faut trouver des solutions et ces solutions, elles coûtent très cher. Dans une situation où le cash flow était presque nul. Donc rupture conventionnelle, 45 jours de préavis plus indemnité. Licenciement économique, c'est encore pire. Et moi, je me suis retrouvé dans des moments où je devais trouver plusieurs dizaines de milliers d'euros en 2 à 3 semaines juste pour payer les salaires. C'était ma responsabilité. Je vous donne un exemple. Peut-être que je ferai aussi une autre vidéo sur comment c'est passé, comment j'ai géré une faillite. Mais littéralement, de tout 2025, je me suis versé aucun salaire et je privilégiais tout le cash qui rentrait, c'était pour payer mes équipes. C'était ma responsabilité en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, de trouver une solution pour pouvoir payer ces personnes-là. Parce que eux, tu peux pas leur dire attends, on est là, ton salaire c'est le premier du mois, attends, 2-3 semaines tranquille. Non, tu peux pas. C'est pas comme des freelances où tu peux accorder peut-être des délais de paiement ou des trucs comme ça. C'est différent. Mais le salarié, boum, prud'homme, tu vois. Donc tu peux pas lui dire attends un peu s'il te plaît que je rentre un peu de cash flow. Non. Donc je dormais très très peu pendant toute cette période parce que je devais trouver des solutions pour avoir de la trésorerie en panique pour des gens qui m'avaient fait confiance, mais que je ne pouvais plus assumer. C'était une pression énorme. Aujourd'hui, avec du recul, je dirais que recruter en CDI, ce n'est pas une mauvaise chose, à condition de cocher les cases. Tu as de la marge, tu fais du cash et tu peux survivre 6 mois sans signer un seul client, avec tes charges fixes par rapport à tes CDI. Vraiment, à part si tu es dans un modèle de SaaS, de levée de fonds et de revente, tous les business à cash flow, il faut que tu aies un matelas de trésorerie qui te permet que si pendant 6 mois, tu n'as aucun nouveau client, tu puisses payer tes salariés sans aucun problème.
Sinon, tu es en train de jouer à la roulette russe. Le meilleur compromis, selon moi, c'est le modèle hybride. Tu travailles avec des freelances incentivés, pratiquement à temps plein, mais tu gardes une flexibilité. Et si tu veux absolument recruter en CDI, fais-le uniquement pour des postes stratégiques. Par exemple, COO, Head of Operation, quelqu'un qui structure, qui t'enlève de la charge et qui s'inscrit dans une vraie vision long terme. Mais pour le reste, reste agile. Les freelances, c'est pas un choix budgétaire, c'est un choix de résilience. Et dans une agence, la résilience, c'est ce qui te garde en vie. Si je dois résumer cette quatrième erreur, c'est en lien avec le point numéro 1 qui est la rentabilité. Ne recrutez que des postes managériaux en CDI, exemple COO, et essayez d'être au maximum sur un modèle hybride qui vous permet de garder l'agilité si vous avez des coups durs. Parce que ça va vous sauver tout simplement la boîte. Et même si vous êtes en France et vous avez une boîte en France, privilégiez des CDD dans un premier temps, des CDD renouvelables. Ça vous permet de limiter le risque. Faites des longs CDD. Je sais que ça peut être moins sexy pour le salarié, mais vous, en tant qu'entrepreneur, ça vous protège et ça vous permet d'avoir ce modèle de salarié, et, entre guillemets, si vous avez besoin de valoriser ça par rapport à vos clients et votre typologie d'activité. Donc voilà, on pourrait en faire toute une vidéo sur ce point par rapport au recrutement, mais voilà, faites attention au niveau de tout ça. Point numéro 5 qui a fait faillite, qui m'a fait faire faillite avec mon agence, c'est être trop laxiste et faire confiance aux clients sur les impayés. C'est un point qui m'a suivi pendant les 3 dernières années et vous allez voir que c'est en lien avec le point numéro 2. Cette variable impayée, je l'ai un peu teasé sur ces autres points. Et franchement, j'ai encore le seum. Entre ces 8 derniers mois d'activité, donc entre septembre 2024 et avril 2025, j'ai accumulé plus de 120 000 euros d'impayés. Ce qui est littéralement énorme. Et ça, c'est sans compter les 6 chiffres d'impayés qu'on avait déjà avant cette période. Je pense que si on fait le total, on est à 400-500 000 euros d'impayés sur les 5 dernières années. Si j'avais encaissé cet argent, j'aurais pu littéralement sauver ma boîte, éviter certaines dettes en perso et sûrement préserver des postes. Mais non, j'ai été trop gentil, trop laxiste et j'ai trop fait confiance. Et ça m'a littéralement explosé à la gueule. Déjà, il faut reconnecter, comme je l'ai dit, ce point numéro 5 avec le point numéro 2, qui est le sales. Quand tu vends un truc qui n'est pas aligné avec ce que tu livres, forcément, tu as des impayés. Le client, il est frustré, il se dit qu'il n'a pas eu ce qu'on lui a vendu. Et même si toi, dans ton delivery, tu as fait le taf qui était prévu, lui, il s'en fout. On lui a vendu une vision, on lui a vendu une promesse, tu délivres pas la promesse, je te paye pas. Logique. Et toi, par contre, donc avec tes équipes, tu as mobilisé du temps, tu as mobilisé des freelances, tu as mobilisé des CDI, tout le monde a bossé, mais tu as zéro rentrée d'argent. Donc, directement, ça plombe ta marge, ça plombe ton EBITDA et ça plombe ton moral. Logique, parce que tu as dépensé de l'argent pour livrer ses clients par rapport à ton cahier des charges initial de ta promesse et de ton delivery classique. Mais au-delà, si on ferme la parenthèse sur les sales qui ont mal signé ou qui ont mal vendu. Bref, il y a aussi la mauvaise foi des clients. Franchement, il y en a beaucoup. Je te jure que c'est abusé. Certains clients, c'est juste des requins. Ils ont des gros chiffres, ils ont une grosse personal brand, des gros discours, mais ils ne payent pas et ils s'en foutent. J'ai dit des anciens clients qui sont très connus, très bien installés avec de la notoriété, qui m'ont planté des ardoises à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Je les vois toujours aujourd'hui se pavaner sur les réseaux sociaux alors qu'ils ont contribué à mettre ma boîte en faillite littéralement. Donc ça, au niveau de l'ego, c'est dur à encaisser. Ce qui m'énerve encore plus, c'est que je l'avais dit, moi j'étais contre lancer des prestats sans avoir encaissé le client. Donc à partir d'un certain moment, quand tu te fais baiser, tu sais que ok, tu vas mettre des règles en place pour ne plus te faire baiser. Donc encaisser 100% upfront avant de démarrer la prestation. Avec mon ancien associé, certains prospects qui étaient tellement beaux en vitrine, qui avaient des bons track records, etc. Ok, on fait confiance, on y va sans upfront. Moi, j'étais complètement contre, mais je faisais confiance à la stratégie sales. Résultat, on payait des prestats sur notre trésor en perso et la marge des autres clients. Donc, ce qui fait aussi qu'on avait un EBITDA qui était plus bas parce que, en fait, on n'apprenait pas de nos erreurs sur cette partie sales et sur cette partie 100% upfront. Bref.
J'essaye de mettre le moins de rancœur possible dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, mon conseil est simple, encaissez 100% de vos clients en upfront, même si le client est connu, même si c'est une belle opportunité. Vous ne démarrez rien tant qu'il n'y a pas d'argent sur le compte. Hyper important. Et surtout, au-delà du premier paiement, soyez hyper strict sur les paiements mensuels. Tu as une presta qui roule en abonnement, tu dois être payé le premier du mois ou à la date de signature, pas le 5, pas le 10, pas le 20. Franchement, c'est hyper important. Si à J+5 de ta date d'anniversaire du contrat, tu n'as pas de paiement, tu coupes les prestations, tu suspends la prod, tu préviens tes équipes, tu fiches les livrables et tu verras, le virement, il arrive en 48 heures. J'ai très souvent utilisé du coup cette méthode-là sur des clients qui me disaient ouais t'inquiète c'est en cours à la compta machin et en fait ça prend 5 jours, 10 jours, 15 jours et toi en fait ton besoin en fonds de roulement, ton BFR il augmente sur une variable de beaucoup de clients. Derrière c'est toi qui te retrouves avec pas de trésor pour payer tes équipes et donc juste de mettre ce goulot d'étranglement, enfin cette règle, cette guillotine, ok maintenant on coupe tout, et ben tu verras que moi j'ai reçu des virements en 48 heures alors que ça faisait 10 jours, 15 jours que j'attendais les virements. Les clients ils veulent gratter des délais parce que c'est eux qui gèrent mal leur trésor, mais c'est pas à toi de compenser leur désorganisation. Toi tu as un BFR à tenir, tu as des salaires, des prestats, de la TVA à sortir, donc si tu veux que ton business tienne debout, tu dois être hyper carré par rapport au délai. Même avec des contrats en béton, d'ailleurs, faut pas se mentir, aller chercher ton argent au tribunal, c'est long, c'est coûteux et souvent ça sert à rien. Donc, surtout d'ailleurs si tu es un international ou que le client est à l'étranger, j'imagine que vous vous êtes dit, ben ouais, tu as 100 000 euros, 400 000 euros d'impayés, ben mec, va au tribunal. Ouais, mais aller au tribunal pour des impayés de 4 000 euros, 5 000 euros, 8 000 euros, ben en fait, tu vas payer beaucoup plus cher en frais d'avocat. Ça va durer 2, 3, 4 ans. Le client, pour lui, dans sa vision, c'est toi le fautif. Bref. En fait, tu vas te retrouver avec très peu de réussite sur ton action juridique, malheureusement. C'est très chiant. Donc, mets en place un vrai process de relance, forme ton ou ta chargée d'admin à gérer ça et bosse avec une vraie société de recouvrement. Moi, j'ai réussi à récupérer de l'argent avec des sociétés de recouvrement, donc entoure-toi d'une bonne société de recouvrement qui peut actionner à l'international si besoin. Certes, ils vont prendre un pourcentage sur ce qu'ils récupèrent, mais au moins tu récupères quelque chose et considère tout impayé comme de l'argent perdu. Essaye pas de te dire t'inquiète, le mois prochain, je vais me refaire parce que j'ai un impayé, ça arrive jamais. Considère que cet argent, il est perdu, tu vas jamais le récupérer. Et si tu le récupères, ben, boum, c'est du bonus, c'est du free cash flow et tant mieux pour toi. Mais crois-moi, si tu veux faire tenir ta boîte, sois strict, sois ferme, surtout encaisse d'abord. Donc pour résumer, en lien avec le point numéro 2, si tu as un bon process sales, tu auras beaucoup moins d'impayés. Donc si le sales est aligné avec ce que tu livres, encaisser le plus souvent possible upfront sur les mensualités, soyez super strict. C'est ce qui vous mange votre marge et c'est ce qui vous fait rester à l'équilibre. Renforcez vos contrats par des clauses en béton, entourez-vous rapidement d'une société de recouvrement et il y a un process automatique rodé pour ne pas perdre de temps. Et j'ai envie de rajouter un dernier point, si vous pouvez encaisser, par exemple vous faites un contrat MRR sur 12 mois, si vous pouvez encaisser par trimestre ou par toute l'année directement et vous faites une réduction, ce sera encore mieux. Donc plus vous pouvez encaisser upfront, mieux c'est. Donc c'est le conseil que je peux vous donner. On arrive à la dernière erreur pour vous partager cette dernière erreur pour rester un maximum calme et sans rancœur parce que la dernière erreur c'est faire aveuglément confiance à vos associés. Donc pour ceux qui ont vu le post sur mon Instagram, vous l'aurez compris que une grande partie de la faillite est liée à un ex-associé. Cette erreur, c'est probablement la plus violente et la plus douloureuse que j'ai vécue. Et pourtant, je l'ai faite avec quelqu'un que je considérais comme un ami très proche. Ce mec-là, je le connaissais depuis plus de 10 ans. C'est moi qui l'ai fait rentrer dans le business. C'était littéralement mon stagiaire au départ. Je lui ai tout appris, le montage, le tournage, le sales, etc. Et quand j'ai commencé à scaler mon agence, je l'ai intégré dans le projet. C'était encore mon aventure à moi à ce moment-là, que je construisais depuis plus de 2 ans en solo. Et je lui ai offert une rampe de lancement et c'est devenu mon associé. Sauf qu'aujourd'hui, avec le recul, cette association-là, c'est ce qui a littéralement tué ma boîte. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Il y a encore des choses qui sont sensibles. Mais ce que je veux te partager, c'est vraiment l'erreur et comment identifier un mauvais et un bon associé.
C'est pas du tout un règlement de compte. C'est comment toi tu peux détecter si aujourd'hui tu as une opportunité ou si c'est pas une opportunité de t'associer avec quelqu'un. Le piège, c'est déjà de se voiler la face parce que c'est un pote. Pendant longtemps, je me suis dit, on s'entend bien, le business tourne, il remplit ses objectifs, donc c'est bon, il n'y a pas de galère. Mais j'étais aveugle aux signaux faibles, et c'est là que j'ai merdé. Les signaux faibles, c'est vraiment des trucs qu'il faut ne pas prendre à la légère, et c'est des éléments hyper importants. Je vais vous donner des exemples concrets ici. Il y avait plusieurs trucs bizarres que je n'écoutais pas. Premier élément, c'était beaucoup d'insatisfaction client alors que j'avais une super équipe et un bon produit, ce que je disais avant. Pas de transparence sur les replays de ces calls, donc ou très très peu. N'appliquait pas les consignes que je donnais. J'avais des visions comme que je vous partageais par rapport à la structuration d'une équipe sales, etc. Voilà, les conseils n'étaient pas appliqués. Dès que je parlais de structurer une sales team, ce que je viens de dire, ça partait en vrille. Et surtout, l'image de la boîte se dégradait sur le marché, mais c'était pas moi qu'on visait, c'était lui. Et par ricochet, c'est moi qui en payais le prix. Jusqu'au jour où je me suis séparé de lui début 2025 et là les langues se sont déliées. J'ai découvert des trucs que je ne savais même pas, des irrégularités, des pratiques qui n'avaient rien à faire dans une boîte sérieuse, des clients qui avaient signé pour des prestations faites au nom de l'agence, j'avais jamais vu la couleur de ces prestats. Des comportements toxiques en interne. Littéralement, j'ai un salarié qui a failli partir en burn-out à cause du management de cette personne. Cette personne était isolée de l'équipe. Les gens ne voulaient pas travailler avec lui. Certains étaient même à deux doigts de démissionner à cause de son attitude. Bref, tout ça, c'est un empilement de signaux faibles. Alors, vous allez me dire, putain, mais c'est obvious là par rapport à tout ce que tu dis. Mais encore une fois, quand tu es dans le flow, que tu génères du chiffre d'affaires, que tu fais des chiffres records, que tout roule, tous ces signaux faibles, tu les mets entre parenthèses et tu te focuses sur le positif. Voilà des éléments rationnels et qu'il faut prendre en compte. Et il faut vraiment, un point hyper important, essayer de mettre l'émotionnel et le relationnel de côté et prendre uniquement les facts rationnels. Il y a une matrice que Maxime Blondel m'a partagée lors de mon podcast qui est dispo sur cette chaîne d'ailleurs avec lui. 3 questions hyper importantes à te poser avant de t'associer. Premier élément de la matrice, la question que tu dois te poser. Est-ce que tu admires ton associé pour un soft ou un hard skill que toi, tu n'as pas? Bien sûr, cette matrice, je ne l'avais pas au moment de m'associer. Moi, non. Littéralement, non. C'est moi qui lui ai tout appris. J'étais même souvent à me demander mais qu'est-ce que je vais lui faire. C'est une version de moi mais en moins bien entre guillemets. Aucune péjorative, c'est juste que l'expérience business était différente. Bref. Deuxième élément, est-ce que tu pourrais déjeuner avec lui tous les midis pendant 10 ans dans une cave? Moi, la réponse à cette question, clairement pas. On était par exemple en coloc à Dubaï et au bout de 4 mois, j'ai pris mes affaires et je suis parti 2 mois seul à l'étranger parce que j'en pouvais plus. Son tempérament, son énergie, sa façon de penser, ça ne matchait pas. Donc littéralement, au niveau de l'énergie et de le mindset, c'était 2 mindsets complètement différents. Encore une fois, c'était des signaux faibles que j'écoutais pas parce que ça roulait. Je me disais juste, ouais, bon, ok, on n'était pas fait pour vivre ensemble, machin, quoi. Mais en fait, non, c'est une variable qui est très importante à prendre en compte. Troisième élément, est-ce que vous avez des core values alignés? Encore une fois, moi non. Moi, je suis très orienté éthique, transparence, loyauté. Lui, c'était l'inverse, très court terme, très égo, très orienté argent. Et à la fin, ça a explosé. Un autre conseil, les mecs, hyper important. Faites un putain de pacte d'associés. C'est ce qui a littéralement kill la boîte et qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve avec 0 alors que j'aurais pu en tirer juridiquement beaucoup d'argent. Encore une erreur que j'ai faite par abus de confiance, pas de pacte, pas de garde-fou, tout était flou juridiquement. Aujourd'hui, si je voulais engager des poursuites, ça me coûterait des centaines de milliers d'euros, des années de procédure et un stress, une charge mentale inutile. Un pacte d'associés, c'est pas un truc de juriste relou, c'est un guide de gestion pour les moments où ça part en vrille. Faites-le dès le départ, faites-le avec un bon avocat, faites-le propre. Ce n'est pas un coup, c'est vraiment un parachute. Littéralement, quand il y a une merde qui arrive entre votre association, vous avez juste à suivre le guide du pacte d'associés. On suit ce qu'on doit faire et c'est tout. Et chacun part avec ses clics et ses claques. Si je devais tout refaire aujourd'hui, je ne me serais jamais associé avec cette personne, mais je n'avais pas la maturité de voir ça à cette époque. Et parfois, tu dois prendre le mur pour comprendre ces leçons. Et c'est le but de cette vidéo également, c'est de vous faire comprendre tout ce que j'avais pas en vision lors de ces 5 années d'entrepreneuriat et qui ont fait que mon agence a
exploser littéralement. Peut-être qu'un jour je ferai un podcast pour tout raconter, mais là l'objectif c'est pas de déverser ma haine, c'est que toi tu puisses éviter les erreurs que moi j'ai faites, parce que un mauvais associé ça ne te ralentit pas seulement, ça peut littéralement tuer ta boîte comme ça l'a fait pour moi. Donc voilà pour toutes ces différentes erreurs que je voulais vous partager. Favoriser le chiffre d'affaires à la marge, ne pas maîtriser son pôle sales, favoriser le service one shot plutôt que le MRR, recruter trop rapidement en CDI en France sans réseau de sécurité, être trop de laxiste et faire confiance aux clients sur les impayés, et faire aveuglément confiance à vos associés. C'est vraiment les plus grosses leçons que je retiens de ces 5 années d'entrepreneuriat dans mon activité. Donc prenez vraiment ces éléments pour argent comptant et posez-vous vraiment les questions suite à cette vidéo sur ces 6 variables. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre activité pour éviter au maximum le risque, peut-être pas de faillite, mais au moins de ralentissement de votre activité et de ralentissement de votre marge, etc. Je voulais vraiment faire cette vidéo à cœur ouvert et pour vous partager un maximum de valeur, parce que moi j'aurais kiffé avoir ce guide entre guillemets il y a quelques années. Peut-être que je l'aurais écouté, peut-être que je l'aurais pas écouté, encore une fois, par manque de maturité business, par abus de confiance, etc. etc. Essayez de vraiment prendre du recul sur votre activité pour essayer de voir les angles morts et prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Et ce qui peut être très puissant pour voir les angles morts que vous n'avez pas, c'est tout simplement de se faire accompagner, de demander à des personnes, des consultings, des mentorings. C'est pas obligé que ce soit des accompagnements, etc. Mais au moins avoir une vision plus rationnelle d'une personne extérieure sur votre business et votre situation actuelle, parce qu'il pourra identifier beaucoup plus facilement avec le contexte et les éléments les red flags et les nœuds à dénouer peut-être pour faciliter derrière votre croissance. Donc voilà, c'était un plaisir de faire cette longue vidéo. Je sais pas à combien de temps on en est, mais dans tous les cas, si ça vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner, parce que moi ça me fait énormément plaisir de partager ce genre de value. Je vais être assez actif sur les différents réseaux sociaux pour vous partager ce genre de masterclass. N'hésitez pas à lâcher un commentaire sur peut-être des éléments que vous avez vus au long de cette vidéo où vous voulez plus de détails, où je pourrais dédier une vidéo de valeur à ce sujet, parce que rien que sur le sales, sur le recrutement, sur le chiffre d'affaires, bref, le modèle agence, etc., je pourrais faire des vidéos dédiées avec tout ce que j'ai appris ces 5 dernières années. Là, j'ai essayé de faire un condensé vraiment des plus gros éléments à prendre en compte. Voilà, c'était Cédric. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À très vite. Salut.